Parfait. Donc, je te laisse la parole, Laurence. Merci beaucoup de ta disponibilité pour présenter ta maîtrise, en fait, et tout ce qu'il y a à savoir sur le varroa. Oui, merci beaucoup, Martine, pour l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir partager la recherche avec les apiculteurs. Donc, c'est le but premier pourquoi on fait tout ça, en fait. Donc, je voulais commencer avec une petite présentation de moi-même. Donc, je m'appelle Laurence Plamondon. J'ai commencé, en fait, là, mon parcours avec un baccalauréat en agronomie. Je pensais faire carrière en nutrition animale et finalement, j'ai fait une petite bifurcation en faisant une maîtrise en biologie et j'ai vraiment découvert l'abeille à ce moment-là. J'ai eu la chance de travailler sur le traitement estival du varroa ainsi que sur les différents virus qui sont en lien avec ce parasite. Et dans le but ultime de ma maîtrise était de réduire les mortalités hivernales chez Apis mellifera. Et depuis tout récemment, en fait, depuis le début du mois de janvier, j'ai été engagée au CRESAD comme chargée de projet apicole. Donc, je suis vraiment bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de vous partager tout ça. Donc, je voulais commencer ma présentation avec, dans le fond, la pyramide de lutte intégrée du parasite varroa. Donc, vous l'avez sans doute déjà beaucoup vue, mais je la trouve super importante. Donc, la lutte intégrée commence tout d'abord avec différents traitements qu'on entend souvent parler, mais elle s'accompagne aussi d'un dépistage des populations de varroa qui est super important. Et aujourd'hui, on va commencer tout en bas de cette pyramide-là avec l'éducation. Donc, on est ici justement pour augmenter nos connaissances puis nos compétences sur le traitement du varroa, mais avant tout, on doit connaître cet ennemi-là, comprendre son cycle de vie pour être en mesure de mieux le traiter et en fait, on va dire, s'en débarrasser. Donc, tout d'abord, il faut savoir que varroa destructor, son nom initial, c'était Apis cerana, qui est en fait la cousine asiatique de Apis mellifera. C'est autour des années 50, en fait, qu'il y a eu un changement d'hôte, ce qui fait qu'il y a une coévolution très courte entre varroa destructor et Apis mellifera, ce qui, en fait, cause une relation hôte-parasite déséquilibrée. En fait, il y a deux caractéristiques principales qui font en sorte que varroa destructor peut croître de façon exponentielle dans les colonies de l'abeille européenne. Tout d'abord, il peut se reproduire dans le couvain des ouvrières, quelque chose qui n'est pas possible habituellement chez Apis cerana. Donc, on le sait, le couvain des ouvrières, c'est ce qui est présent en plus grande quantité dans la colonie et il est surtout fortement présent durant la saison estivale. Il y a aussi la possibilité de surinfester le couvain de faux-bourdon, alors qu'habituellement, ce comportement-là entraîne la mort en fait, des larves chez Apis cerana. Donc, ces deux caractéristiques-là, chez Apis mellifera, font en sorte que le varroa destructor peut atteindre des sommets assez dévastateurs chez Apis mellifera et même causer l'effondrement des colonies. Donc, par la suite, on regarde plus en détail le cycle de vie. Donc, encore une fois, c'est toujours du rappel, mais c'est super important de bien comprendre puisqu'il y a des caractéristiques du cycle de vie du varroa qui vont affecter en fait là, son traitement. Donc, le cycle de vie est composé de deux phases principales. La première, c'est la phase de reproduction. Et la deuxième, c'est la phase de dispersion, qu'on appelle souvent la phase sporétique, mais récemment dans la littérature, ça a été changé pour la phase de dispersion parce qu'il y a vraiment un phénomène de parasitisme, étant donné que le varroa se nourrit sur l'abeille. Donc, on va dorénavant appeler ça la phase de dispersion. Si on repasse, on recommence à la phase de reproduction, en fait, le varroa va entrer dans une cellule sur le point d'être operculé. Et la femelle varroa va pondre un premier œuf qui est en fait un mâle qui va en fait féconder ses sœurs. Donc, la femelle varroa va pondre 2 à 3 autres œufs supplémentaires, donc des femelles qui vont être fécondées par leur frère, le mâle. Et à la sortie du couvain, l'abeille adulte peut porter 2 à 3 femelles matures hors du couvain pour entamer en fait la phase de dispersion qui a lieu sur les abeilles, qui peut avoir lieu durant 3 à 10 jours habituellement. Et le varroa va alors se nourrir
sur l'abeille, mais aussi se promener d'une abeille à l'autre et même d'une colonie à l'autre. En prenant conscience de ces deux phases-là, ce qu'on doit savoir, c'est qu'en été, il y a à peu près seulement 35% des varrois qui sont susceptibles au dépistage, puisqu'il y a en moyenne 65% des varrois qui sont présents dans le couvain et qui sont donc non susceptibles au dépistage, mais aussi qui sont moins susceptibles à différents traitements qui, par exemple, agiraient seulement par contact. Donc, durant son cycle de vie, le varroa a un comportement alimentaire qui est assez particulier et ça a son importance chez l'abeille. Donc, le varroa va presque toujours aller sur le côté latéral gauche de l'abeille, entre le 3e et le 4e tergite, comme vous voyez sur la figure à votre gauche. Donc, dans 60% des cas, le varroa, c'est là qu'il va se situer. C'est un endroit où il y a une grande présence de corps gras. C'est l'alimentation principale du varroa, mais pas seulement. Donc, il peut aussi se nourrir en partie de l'hémolymphe. Et à votre droite, vous avez en fait là, une photo agrandie du site d'alimentation du varroa où on peut voir au centre, dans le fond, l'ouverture, la blessure qui cause à l'abeille pour se nourrir. Et de chaque côté, vous avez en fait deux autres petites blessures causées par, dans le fond, ces pattes qui viennent s'agripper à l'abeille et qui créent en fait des portes d'entrée à différents parasites. Donc, en détail, le varroa vient affecter les abeilles, mais tout particulièrement les abeilles d'hiver. Donc, habituellement, une abeille va vivre en moyenne 30 jours au stade adulte, mais en hiver, l'abeille peut vivre jusqu'à 240 jours, et ce, grâce à différentes différences physiologiques qui lui permettent de se différencier et de leur octroyer une longévité accrue et donc de survivre tout l'hiver jusqu'au printemps suivant. Donc, notamment au niveau des hormones juvéniles qui vont être présentes en plus petite quantité. Il va y avoir un niveau de protéines d'hémolymphe plus élevé, surtout au niveau de la vitellogénine, et il va y avoir aussi des différences au niveau des glandes hypopharyngiennes. Cependant, le varroa, par son comportement alimentaire, il va nuire au développement de ces caractéristiques physiologiques-là qui vont en fait les caractériser et leur octroyer cette longévité. Il va également diminuer le poids des jeunes abeilles et affaiblir leur système immunitaire, ce qui va les rendre beaucoup plus vulnérables à la contamination virale. Donc, on a parlé de contamination virale. Donc, premièrement, le varroa destructeur, il vient agir à titre de vecteur mécanique chez l'abeille. Donc, par son comportement alimentaire, il vient percer la cuticule et donc exposer différents tissus qui sont habituellement non accessibles à certains virus. Donc, c'est comme une porte d'entrée très facile, mais aussi qui donne accès à des tissus à des stades critiques de développement chez l'abeille. En plus de ça, il a été démontré que le varroa peut aussi être un vecteur biologique. Donc, il va être en fait comme un incubateur pour certains virus qui vont permettre en fait sa réplication et donc augmenter leur pathogénicité et les dommages chez l'abeille lorsqu'il va être transmis par le varroa. Si on regarde sur ces graphiques-là, on voit l'évolution de la population d'ouvrières et de varroa dans une colonie. Donc, en bleu, vous avez la population d'ouvrières et en rouge, la population de varroa. Selon le mois de l'année, là, donc selon la saison apicole. Et ce qu'on voit, c'est que la population d'ouvrières tend à augmenter durant l'été et à diminuer vers le mois d'août, alors que la population de varroa atteint son maximum au mois d'août. Donc, ce que ça crée, c'est le couvain va être surinfesté de varroa. Mais c'est exactement à ce moment-là que les abeilles d'hiver commencent à être produites. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont ces abeilles-là qui permettent à la colonie de survivre tout l'hiver. Donc, c'est super important qu'ils soient issus d'un couvain en bonne santé, donc peu infesté, afin qu'ils développent leurs caractéristiques physiologiques des abeilles d'hiver et ainsi survivre jusqu'au printemps suivant. Au Québec, traditionnellement, on a 3 périodes qui sont, on va dire, les plus populaires pour traiter le varroa. Et le premier étant à la sortie de l'hivernement.
Donc, habituellement, il va y avoir un premier traitement. Par la suite, le deuxième traitement a souvent lieu à la fin de la saison, donc au mois de septembre, lorsqu'on retire le miel. Et quelques autres aussi vont également appliquer un traitement avant l'entrée en caveau ou, par exemple, avant l'hivernement au mois de novembre. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a très peu de traitements qui sont effectués durant la saison estivale, principalement à cause de la présence de miel durant cette saison-là, alors que c'est durant cette période que le varroa croît de façon exponentielle dans la colonie et qu'il peut avoir aussi des effets néfastes pour les abeilles. Donc, au Québec, en fait, on a seulement deux traitements qui sont autorisés en présence de miel. C'est le Formic Pro et récemment, en fait, le UpGuard 3 a été homologué. Donc, on avait le 2 qui était disponible, mais qui vouait en fait à disparaître et à être remplacé par le UpGuard 3. Et donc, ce qu'on observe, c'est un manque de possibilités pour traiter durant l'été, mais aussi le fait que ça a été très peu documenté et c'est très peu répandu en général au Québec de traiter durant l'été. Par contre, il y a plusieurs avantages à traiter durant l'été. Le premier avantage, c'est que selon certains sondages, il y aurait des plus faibles taux de mortalité durant l'hiver lorsqu'on combine un traitement estival avec un traitement automnal régulier. Et ça va en fait dans le même sens que les recommandations du MAPAC qui, en fait, ont émis un seuil de lutte intégrée qui serait de 2 en été et de 3 en automne, qui permettrait en fait de minimiser les effets négatifs du varroa. Donc, en retirant le varroa durant l'été, ça permet en fait de protéger les abeilles d'hiver et donc un plus faible taux d'infestation avant et durant cette transition-là vers les abeilles d'hiver permettrait d'augmenter leur espérance de vie et donc de diminuer les mortalités hivernales. Donc, en fait, afin de combler les lacunes, comme quoi on n'a pas assez de traitements, on a aussi beaucoup parlé d'un développement d'un nouveau traitement, principalement à base d'acide oxalique. Pourquoi est-ce qu'on s'est penché sur l'acide oxalique? Premièrement, c'est un composé qui est déjà bien connu, donc qui est déjà couramment utilisé par les apiculteurs. Il y a aussi la particularité de ne pas s'accumuler dans les produits de la ruche. Donc, un gros avantage lorsqu'on veut traiter en présence de miel dans la ruche. C'est aussi un produit qui est en fait très abordable, facile à acheter. Et le varroa est plus susceptible de développer de la résistance, un autre très gros avantage dans les traitements du varroa. Par contre, le traitement à l'acide oxalique a un gros désavantage. Il est peu ou très pas efficace lorsqu'il y a une présence de couvain, principalement parce qu'il agit par contact. Donc, il va surtout agir sur les varrois, sur les abeilles, donc en phase de dispersion, et il n'agira pas sur les varrois qui sont dans le couvain. Donc, il y a eu différentes recherches par le passé afin de permettre un relargage lent de l'acide oxalique afin de venir affecter les varrois durant tout leur cycle de vie et donc en fait augmenter l'efficacité de l'acide oxalique, pas seulement sur les varrois en phase de dispersion. Notamment, il y a eu des travaux en Argentine qui ont été effectués à l'aide de, on voit les petites languettes à votre droite, donc qui sont imbibées de glycérine et d'acide oxalique qui sont mis sur les cadres et qui ont obtenu en fait une efficacité de 93 dans des conditions similaires aux nôtres, donc en région tempérée durant la saison estivale. Et plus récemment, il y a eu des recherches en Californie, donc par Randy Oliver, que vous avez sans doute déjà entendu parler, qui travaille également sur le relargage lent de l'acide oxalique et qui a fait différents travaux. On en vient donc au projet de ma maîtrise qui visait en fait le développement d'un nouveau traitement à base d'acide oxalique basé sur justement les recherches de Randy Oliver et de l'équipe de Maggie en Argentine pour finalement arriver à ce traitement-ci que je vous présente aujourd'hui, donc qu'on a appelé l'acide oxalique à libération lente dans une matrice de glycérine. Donc, c'est un traitement qui a été développé avec Pascal Dubreuil, avec l'Université de Montréal, le CRESAD et l'Université Laval. Donc, il consiste en fait à deux matrices carrées de 20 cm par 20 cm avec une ouverture au centre pour faciliter le déplacement des abeilles
entre les hausses. On vient mettre dans chaque matrice 13,5 g d'acide oxalique mélangé avec de la glycérine pour en fait avoir un relargage à long terme. Donc, c'est vraiment un matériau de viscose et de polymère qui est ultra absorbant. Et on venait l'installer directement sur la hausse à couvain, à une seule hausse à couvain, sous la grille à reine. Je dois par contre vous avertir que ce que je viens de vous présenter, c'est en fait un traitement expérimental. Il est donc non homologué et malheureusement, on ne peut pas encore l'utiliser sous peine de sanction. Donc, pour venir un peu plus décrire ma maîtrise, l'objectif était donc de mesurer l'efficacité de ce nouveau traitement à base d'acide oxalique, de le comparer avec un produit qui est déjà homologué et utilisé au Canada, qu'on a choisi donc le Formic Pro. On voulait également évaluer les effets de l'ajout d'un traitement d'été à base d'acide organique dans un programme de lutte intégré automnal traditionnel sur différents paramètres, notamment les performances techniques, mais également le taux d'infestation du varroa, la présence et l'abondance de 6 virus, les résidus dans le miel, les mortalités hivernales et la reprise printanière. On a aussi voulu en fait développer une technique d'analyse virale en partenariat avec le CRISAM afin d'ultérieurement pouvoir mieux analyser les différents virus qui sont en lien avec le varroa. L'hypothèse du travail était donc que le traitement estival des colonies d'abeilles infestées par l'ectoparasite varroa destructeur maintiendrait le taux d'infestation des colonies sous le seuil économique de fin de saison de 3 ce qui permettrait de diminuer la présence de certains virus, diminuer la mortalité hivernale, d'améliorer les performances techniques et la reprise printanière, et tout ça sans affecter la qualité du miel. On avait donc 3 traitements pour le projet. Le premier, c'était le groupe témoin, donc sans traitement d'été, mais toujours avec une régie automnale traditionnelle, donc apivore au mois de septembre, puis acide oxalique par égouttement au mois de novembre avant l'entrée en caveau. On avait également le groupe acide formique, donc avec du Formic Pro, qui recevait également un traitement automnal régulier, donc apivore et acide oxalique. Donc, on venait vraiment comme évaluer l'ajout du traitement d'été dans une régie traditionnelle. Et finalement, on avait notre nouveau traitement d'acide oxalique qu'on venait tester et comparer avec ou sans traitement d'été. Donc, les traitements ont été mis en place le 2 août, donc vraiment au milieu de la saison. Pour le projet, on avait 135 ruches qui étaient divisées dans 6 ruchers différents et dans 3 régions différentes du Québec. Donc, on avait bien sûr 2 ruchers au Cristal dans la capitale nationale. On a eu également la chance d'avoir le marché apicole qui est embarqué dans le projet, qui nous a également fourni 2 ruchers au centre du Québec, et également les ruchers Bérard qui ont également participé au projet et qui nous ont également fourni 2 ruchers dans la région de Lanaudière. Donc, tout au long du projet, on a regardé différents paramètres, notamment la chute de varroa. On a utilisé les cartons collants, donc avec des plateaux apinovores, excusez-moi. Et on a également regardé la quantité d'abeilles et la grappe d'abeilles, la quantité de couvains operculés et non operculés, ainsi que la quantité d'abeilles mortes lors de la pause des traitements. On a également regardé le poids, donc la prise de poids des colonies durant les traitements. Et finalement, on a fait des analyses de miel et des différents virus dans les colonies. Donc, je passe à la partie résultats. Donc, vous voyez sur l'écran, j'ai divisé le couvain en 3. Donc, vous avez le non operculé, le operculé et le couvain total. Les traitements sont toujours identifiés comme suit. Donc, le témoin est en rouge, l'acide formique est en vert et l'acide oxalique est en bleu. Également, vous avez, je ne sais pas si je peux avoir un stylo. J'ai un laser. Non, on ne voit pas. Donc, vous voyez toujours à votre gauche, vous avez avant le traitement. Donc, c'est lorsqu'on a évalué les colonies au temps zéro qu'on va appeler. Et vous avez toujours aussi après le traitement, donc à la fin du mois d'août, lorsqu'on a retiré les traitements, donc les données qu'on a observées. Ce qu'on peut voir ici,
Donc, dans le couvain non operculé à votre gauche, c'est que le traitement acide formique est significativement différent des deux autres traitements. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a eu un arrêt, voire une diminution de la ponte dans certaines ruches. Par contre, ce qu'on peut conclure, c'est que si on regarde à votre droite, la quantité de couvain total n'est pas différente d'un traitement à l'autre. Ce qui veut dire que oui, il semble y avoir eu une perturbation de la ponte avec le traitement d'acide formique. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé le traitement, lorsqu'il fait chaud, par exemple, il peut y avoir des émanations, ça peut perturber un peu la colonie. Il faut savoir que les traitements ont été en fait installés dans les températures recommandées. Donc, on n'a jamais dépassé 29 degrés de température extérieure. Par contre, on a quand même eu des impacts au niveau de la ponte, mais ça n'a pas eu d'impact au total dans la quantité de couvain de la colonie. Par la suite, si on regarde à votre gauche, on a le nombre total d'abeilles mortes devant la ruche sur une période de 6 jours. Donc, pendant 6 jours, on venait récolter les abeilles mortes sur une jute devant la ruche. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le traitement d'acide formique vient causer une certaine mortalité d'abeilles. Donc, on avait en moyenne à peu près 300 abeilles mortes devant la ruche sur 6 jours. Donc, au total, comme je vous ai dit, on a toujours respecté les températures, mais malgré tout ça, il y a quand même une certaine mortalité d'abeilles qui peut survenir. Mais si vous regardez le graphique à votre droite, on a le nombre de cadres d'abeilles total dans la ruche avant et après le traitement. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'effet au final dans la colonie. Donc, oui, il y a eu en moyenne 300 abeilles de mortes par colonie, mais si on considère la quantité d'abeilles présentes dans la colonie durant l'été à cette période-là, ça n'a pas eu d'effet significatif. Par la suite, si on regarde la prise de poids, donc pour cette donnée-là, on est vraiment venu peser la ruche au complet. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe acide oxalique, donc en bleu, avait tendance à moins prendre de poids que les deux autres traitements. Donc, en général, le groupe contrôle prenait 7 kg, le groupe acide formique 5 kg et l'acide oxalique 1 seul kilo, donc restait relativement stable. Et notre hypothèse, c'est que donc, le traitement d'acide oxalique, c'est deux grosses matrices carrées avec un trou au centre, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt. On soupçonne qu'ils limitent en fait le transport du miel probablement dans les hausses supérieures. Probablement que ce qu'on a remarqué, en fait, que les abeilles apportent le miel dans la hausse à couvain, mais ils sont limités à une seule hausse à couvain. Donc, une fois que c'est plein, il n'y a plus vraiment d'endroit où mettre le miel et ils sont vraiment comme bloqués en bas. L'acide oxalique est quand même relativement fort, donc c'est quand même limitant de monter et de traverser ces matrices-là qui recouvrent au moins là, quasiment la moitié de la hausse. Là. Si on regarde date par date, donc vous avez sur ce graphique-là la chute journalière de varroa. Donc, on est vraiment venu mettre des cartons collants pratiquement à toutes les semaines et on les a comptés à pratiquement toutes les semaines. Donc, on commence en haut, à votre gauche, excusez-moi, au 2 août. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on est venu installer les traitements expérimentaux. Puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'en vert, donc c'est l'acide formique, vient vraiment augmenter la chute journalière. Donc, il y a vraiment une efficacité à ce niveau-là. Donc, il vient vraiment, on va dire, affecter les varroas et il se retrouve à ce moment-là sur les cartons collants. Par contre, si vous regardez le point bleu, c'est l'acide oxalique. On n'a pas vraiment d'augmentation de la chute journalière. Donc, comme s'il n'y avait pas vraiment d'effet sur les varroas lorsqu'on vient l'installer. Par la suite, dans les 2 semaines suivant l'installation des traitements, on remarque que l'acide formique vient, en fait, il y a une diminution des varroas dans les ruches qui ont eu de l'acide formique, alors que ceux qui n'ont pas eu de traitement ou qui ont eu de l'acide oxalique continuent d'augmenter durant l'été. Par contre, au 30 août, donc le 30 août, les traitements ont été retirés depuis au moins une semaine. On vient faire la chute naturelle pour évaluer le taux de fin de saison qu'on vise de moins de 3 %.
Et ce qu'on remarque, c'est que oui, l'acide formique a le plus bas taux de chute naturelle journalière, ce qui est excellent. Par contre, l'acide oxalique a aussi en fait une diminution de la chute journalière comparativement au groupe témoin, même si plus tôt, il semblait pas y avoir eu d'effet sur les varrois. On remarque qu'en fin de saison, il y a quand même moins de varrois dans les ruches quand ils ont reçu de l'acide oxalique. Mais quand même, on n'a pas atteint les seuils qu'on a atteints, par exemple, avec l'acide formique. On a un peu le même phénomène au mois de septembre. Donc, lorsqu'on vient appliquer le traitement Apivore, on se rend compte que dans le groupe témoin, il reste vraiment significativement plus de varroa. Donc, sur les cartons, ça tombe en grande masse. Acide oxalique, il en reste encore, mais toujours moins quand même que le groupe témoin, mais plus que l'acide formique. Parce que c'est vraiment l'acide formique qui se démarque. Lorsqu'on vient appliquer les traitements Apivore, il reste beaucoup moins de varroa et ça se ressent là, sur ce graphique-là. On voit que le point est beaucoup plus bas. Si on regarde, là, je viens de sauter vraiment complètement à droite. Donc, à droite, c'est vraiment le printemps suivant. Donc, on n'a pas fait de recensement des varrois durant l'hiver. On a vraiment juste repris au printemps. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas de différence de quantité de varrois présents dans les ruches, dépendamment du traitement qu'ils ont reçu au mois d'août dernier. Si on regarde ensuite l'efficacité des traitements, donc c'était dans les objectifs du projet. Tout d'abord, je dois vous expliquer comment est-ce qu'on a calculé cette efficacité-là. Donc, on est venu calculer la quantité de varroa morts durant le traitement sur la quantité de varroa morts durant le traitement plus tout ce qui est mort durant le traitement Apivore. Donc, le traitement Apivore, on l'a utilisé comme traitement contrôle. Donc, il est effectué après les traitements expérimentaux, puis il permet de, en fait, tuer les varrois restants et de calculer qu'est-ce qui n'a pas été tué par le traitement expérimental. Par contre, il y a une petite nuance à faire ici, c'est que le traitement expérimental, on l'a fait 5 semaines après le traitement expérimental, ce qui fait que l'efficacité ici est sous-estimée. Donc, l'efficacité réelle est meilleure que ce que je vous présente ici, puis c'est à garder en tête au long de la présentation. Donc, ce qu'on remarque, c'est le groupe acide formique. Il y a une efficacité moyenne d'à peu près 30 %, ce qui est significativement différent de l'acide oxalique et du témoin. Si on regarde l'acide oxalique, l'efficacité est variable, mais est en moyenne plus autour là, de 15 %, ce qui se démarque du témoin, mais qui n'est pas tout à fait excellent. Donc, on n'a pas vraiment obtenu l'efficacité escomptée. Mais par contre, si je peux vous montrer, à votre droite, je viens de vous mettre une photo. Et c'est un traitement d'acide formique. Puis, même si on regarde l'efficacité, on se dit 30 %, c'est pas beaucoup comparativement à ce qu'on entend souvent. Là, on entend 90 % d'efficacité et compagnie. Mais là, comme je vous ai dit, c'est sous-estimé. Donc, en réalité, c'est plus que ça. Mais sur le carton, ce que je vous montre, c'est une seule semaine. J'ai mis 3 semaines de carton. Une seule semaine de carton avec une efficacité de 42 %, ça donne tout ça de varroa. Tout ce que vous voyez, tous les petits points, ce sont des varroa. Il y en a au moins 6 000 dessus. Donc, c'est tout de même 6 000 varroa de moins dans votre colonie. Donc, ça semble peu 40 %, mais mon Dieu, ça fait toute une différence. Donc, je saute ensuite aux résidus dans le miel. Donc, on a analysé 3 résidus différents. Le premier, c'est l'acide formique. Le deuxième, l'acide oxalique. Et ensuite, la glycérine, que j'ai appelé le glycérol dans mon tableau. Donc, ce qu'on peut voir, c'est la première colonne à votre gauche, l'acide formique. Le traitement acide formique, il laisse des résidus dans le miel. On s'en attendait. C'est quelque chose qui est connu dans la littérature. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas de quantité maximum permise dans le miel pour l'acide formique parce que c'est quelque chose qui se retrouve naturellement dans certains miels. Donc, il y a plusieurs miels avec des fortes quantités d'acide formique.
Ce qu'on peut dire sur cette quantité-là, donc on arrive à peu près là, à 325 mg par kilogramme, c'est que c'est une quantité suffisante pour altérer le goût du miel, mais ça ne dépasse pas la quantité retrouvée dans certains miels naturellement. Par contre, l'autre nuance que je veux apporter, c'est que le miel a été pris directement dans les hausses à miel. Donc, l'acide formique, c'est un composé qui peut, dans le fond, s'évaporer. Donc, à long terme, lors de l'extraction, lors aussi de l'entreposage, il y a une partie de cet acide formique-là qui disparaît du miel. Donc, le chiffre que je présente aujourd'hui de 325 mg par kilogramme, il surévalue ce qui se retrouve vraiment dans un miel sur la tablette, qui est par exemple commercialisé 1, 2, 3 mois plus tard après sa récolte. Par la suite, si on regarde l'acide oxalique et la glycérine, il n'y a pas de différence là, entre le témoin et l'acide oxalique. Donc, comme on se doutait, l'acide oxalique ne s'accumule pas dans le miel. Ce n'est pas un composé qui est volatile. Donc, vraiment, là, il reste dans les matrices et il ne s'en va pas dans les produits de la ruche. Par la suite, si on regarde la chute naturelle journalière de fin de saison, donc on se rappelle, l'hypothèse de départ visait le seuil recommandé du MAPAC de 3 %. Donc, sur le graphique, le seuil est représenté par la ligne pointillée. Étant donné qu'on travaillait en carton collant, je l'ai mis en seuil de carton collant qui est 15 varrois par jour. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le groupe acide formique, dans 75 % des cas, on a atteint ce seuil-là. Donc, ce qui est excellent, c'est ce qu'on visait. Puis, il faut aussi savoir que cette année-là, c'était une année assez particulière parce que la saison avait commencé plus tôt. Donc, j'ai fait mon projet à l'été 2020. Oui, 2020. Puis, pour les apiculteurs là, qui s'en souviennent, donc le printemps avait été très tôt et le varroa avait eu la chance de faire plusieurs cycles de reproduction supplémentaires. Donc, oui, dans 75 % des cas, j'ai atteint ce seuil-là, mais j'ose espérer en fait qu'il y aurait eu plus de ruches qui auraient atteint ce seuil-là si les taux d'infestation avaient été plus proches des moyennes, on va dire. Si on regarde l'acide oxalique, malheureusement, il y a seulement à peu près 30 % des ruches qui ont atteint le seuil. Et si on regarde le groupe témoin, donc le groupe témoin était largement plus infesté que les deux groupes qui ont eu des traitements là, durant l'été. Donc, là, je vous présente les virus. Ça semble assez imposant là, comme données, mais ce que vous devez comprendre, c'est que j'ai analysé 6 virus qui sont en lien avec le varroa. Donc, l'ABPV, le BQCV, le DWA et B, donc les virus des ailes déformées, j'ai le variant A et j'ai le variant B. J'ai également regardé l'IAPV et le KBV. Je ne regarderai pas en détail tous ces résultats-là avec vous. Tout ce que je veux que vous vous souveniez, c'est qu'il n'y a eu aucun effet significatif du traitement. Donc, malheureusement, même en traitant les ruches durant l'été, ça n'a pas permis de diminuer la quantité de virus dans les colonies. Même s'il y a eu moins de varroa, il n'y avait pas moins de virus nécessairement, ou du moins pas moins de virus de façon significative. Par contre, ce qu'on peut voir, puis comme rapporté dans plusieurs pays, là, je vous ai encadré en rouge le virus des ailes déformées A et le B, c'est que le B est vraiment plus présent dans les colonies que le A, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est vraiment comme un changement qui est en train de s'effectuer dans les colonies. Le virus des ailes déformées B prend de l'ampleur et est de plus en plus présent là, dans nos colonies à l'échelle canadienne, tout comme à l'échelle mondiale. Finalement, dernier résultat que je veux vous montrer, c'est le pourcentage de ruches mortes durant l'hiver. Donc, je regardais beaucoup les mortalités hivernales. Mon but, c'était vraiment de diminuer les mortalités. Et ce qu'on peut observer, c'est que l'acide formique a permis de diminuer les mortalités comparativement au groupe témoin puis au groupe d'acide oxalique. Donc, 28 % vous allez me dire, c'est encore élevé. Oui, c'est élevé, mais il faut savoir qu'à cette année-là, donc l'hiver 2022, la moyenne provinciale est à 48 % de mortalité, ce qui est à peu près similaire à mon groupe témoin et mon groupe acide oxalique. Donc, avec ces résultats-là, on peut en fait là,
posé l'hypothèse que si on avait traité tout le monde avec le traitement d'acide formique, on aurait été capable d'atteindre 28 de mortalité dans tous les groupes. Donc, ce qui n'est pas rien, donc même si ça semble encore élevé comme pourcentage. Donc, comment ensuite expliquer cette diminution de mortalité-là? Donc, on a regardé un petit peu plus tôt les virus, puis on a vu qu'il n'y avait pas eu d'effet. Puis on parle tout le temps, ah, varroa transmet les virus. Si on diminue la quantité de varroa, on diminue certainement la quantité de virus, mais ça n'a pas été le cas. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait moins de mortalité? L'hypothèse qu'on a posée, c'est la prévalence du virus des ailes déformées B. Donc, dans plusieurs pays, en fait, l'augmentation de la prévalence de ce virus-là a fait augmenter la quantité de mortalité hivernale. Donc, c'est une hypothèse qui est difficile à vérifier parce que presque 100 de nos ruches avaient le virus rendu au mois de septembre. Mais c'est une piste qu'on pourrait en fait investiguer. Deuxièmement, ça pose l'hypothèse, est-ce que le réel dommage de varroa, c'est les virus ou plutôt les dommages physiques? Donc, c'est-à-dire l'ouverture, donc on va dire le comportement alimentaire qui perce la cuticule, mais qui aussi consomme les corps gras et consomme les molymphes. Donc, il y a aussi des recherches à faire à ce niveau-là pour voir comment la diminution de corps gras vient affecter la longévité de l'abeille et ça serait peut-être à ce moment-là la piste de solution qui expliquerait nos mortalités. Donc, pour faire un petit résumé de notre hypothèse, donc on avait comme hypothèse que le taux d'infestation des colonies serait sous le seuil économique de fin de saison de 3 Donc, ça a été obtenu dans 75 des cas pour le groupe acide formique. Concernant la diminution de la présence de certains virus, comme j'ai dit, il n'y a pas eu d'effet ni sur la prévalence ni la charge. Donc, je ne vous ai pas présenté la charge, mais on a également regardé, oui, est-ce que le virus est présent et en quelle quantité. Et malheureusement, il n'y avait aucune différence dans aucun des traitements pour ces deux critères-là. Si on regarde la mortalité hivernale, on a une forte tendance pour le groupe acide formique. Donc, il semble y avoir une diminution des mortalités pour le groupe acide formique. Pour ce qui est de l'amélioration des performances zootechniques, on a eu des problèmes avec la prise de poids du groupe acide oxalique. Donc, je vous avais montré la prise de poids et le groupe acide oxalique est relativement stable durant l'été, alors que les autres colonies prennent en moyenne 7 kg ou 5 kg. Donc, il y a eu un effet, on va dire, négatif à ce niveau-là. Par contre, pour ce qui est des autres critères de performance, il n'y a pas d'effet négatif à l'échelle de la colonie. Donc, j'ai souligné à l'échelle de la colonie parce que j'ai souligné qu'il y avait eu des arrêts de ponte. Donc, oui, le groupe acide formique, ça crée quand même une certaine perturbation de la ruche, mais il n'y a pas d'effet négatif à l'échelle de la colonie. Par la suite, l'amélioration de la reprise printanière, ce sont des résultats que je ne vous ai pas présentés parce qu'il n'y a tout simplement pas d'effet significatif. Donc, le traitement qu'on a appliqué en été n'a plus d'effet rendu au printemps suivant. Et pour ce qui est de la qualité du miel, donc on a eu, oui, des présences de résidus dans le groupe acide formique, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de qualité, de quantité maximum permise dans le miel, donc pas d'effet, on va dire, réellement négatif à ce niveau-là. Mais le point positif, c'est qu'il n'y a pas de résidus dans le groupe acide oxalique, ce qui est quand même une bonne nouvelle, comme on s'attendait. Donc, après tout ça, c'est quoi l'avenir, en fait, de l'acide oxalique à libération lente? Malheureusement, on a remarqué qu'il y a une efficacité très variable, autant dans notre étude que dans la littérature. Donc, en Argentine, ils ont eu des résultats de 93 Nous, on est plus autour de 35 Donc, très variable, mais aussi quand même décevant pour nous parce qu'on s'attendait à plus. Il y a aussi l'effet de la prise de poids, qui est quand même un critère majeur, surtout en contexte québécois où on vise la production de miel. Donc, si notre traitement bloque l'accumulation de miel dans les hausses supérieures, ça reste un point négatif qu'il faut corriger. Donc, justement, à ce propos-là, les améliorations qu'on vise pour ce traitement-là, c'est changer la matrice. On la veut plus petite, mais on la veut aussi plus efficace. Donc, une plus grande quantité peut-être d'acide oxalique. Donc, peut-être augmenter la dose, aussi revoir un peu là, son relargage, son contact avec les abeilles. Donc, est-ce qu'on l'a mis au meilleur endroit, étant donné que c'est un traitement
fonctionne par contact, est-ce que ce serait mieux de changer son emplacement pour favoriser justement tout ça? Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui se questionnent sur l'homologation aussi de l'acide oxalique. On en est rendu où? Donc, avec malheureusement les résultats que j'ai, nous, on n'a pas envisagé d'aller plus loin avec ce traitement-ci. Présentement, il n'y a aucune demande déposée pour homologuer l'acide oxalique. Par contre, rien n'empêche qu'on modifie la formule puis qu'on fasse d'autres tests. Puis justement, à ce moment-là, j'ai parlé aujourd'hui avec Pascal Dubreuil et on a prévu l'été prochain de refaire différents tests. On veut doubler la quantité d'acide oxalique et changer la matrice, mais ça reste à suivre. Puis encore une fois, là, il n'y a rien de coulé dans le béton, comme on dit. Donc, c'est en voie. Je voulais aussi parler un peu de l'homologation. Donc, c'est quoi un peu les grandes lignes qui permettent l'homologation d'un produit au Canada? Donc, justement, c'est l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, donc l'ARLA, qui est chargée de faire appliquer la loi sur les produits antiparasitaires. Donc, pour qu'on puisse, en fait, permettre l'homologation d'un produit, il faut que le demandeur ait effectué ses propres études sur l'efficacité du produit, mais aussi les risques sur la santé humaine, les risques sur la santé animale, les risques pour l'environnement et la présence de résidus dans les aliments. Donc, pour être autorisé, le risque doit être jugé acceptable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude raisonnable qu'aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l'environnement qui va résulter de l'exposition à ce produit-là ou à son utilisation. Suite à ça, lorsqu'il y a une autorisation, il y a un document de consultation avec les arguments qui appuient la décision et qui est ouvert aux commentaires du public. Puis par la suite, on peut arriver à une homologation pour une durée maximale de 5 ans. Donc, ça peut sembler relativement simple à effectuer, mais c'est un très, très long processus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé ma maîtrise en 2020 et on est en 2023 et je viens tout juste de finir. Donc, c'est quand même un processus de 3 ans où on a fait des tests. Par la suite, on a monté le projet. Ensuite, il faut obtenir des subventions qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. On monte ensuite un protocole. Il faut aussi trouver des apiculteurs, ce qui n'est pas toujours évident. On veut essayer les traitements chez vous. On sait que vous voulez aussi participer, mais le déplacement et tout, l'accord aussi avec, vous êtes en période de production. Donc, gérer tout ça, ça peut être fastidieux. On peut ensuite aller à l'étape de récolte des données qui peut se faire sur une longue période d'année. Donc, surtout quand on travaille sur les mortalités, on compte automatiquement 1 an. Et ensuite, lorsqu'on analyse des données, c'est toujours comme le point critique. Comme dans notre cas, on est arrivé à un échec. Donc, on n'a pas eu les résultats escomptés. On retourne donc à la case départ et c'est assez démoralisant. Donc, c'est là qu'on est rendu. On refait des tests l'été prochain, puis on espère pouvoir se rendre ultérieurement à la rédaction et à l'homologation, mais c'est pas toujours facile. Donc, si le acide oxalique à libération lente n'est pas encore homologué, c'est quoi les options qui vous restent? Donc, je sais qu'il y en a qui espéraient que je sorte une recette d'acide oxalique pour l'été prochain. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je veux quand même vous donner des lignes directrices sur qu'est-ce qui peut être utilisé, puis qu'est-ce qui peut, en fait, là, qu'est-ce qui est autorisé présentement dans la lutte estivale du varroa. Donc, première étape, je fais un petit récapitulatif du dépistage parce que c'est quelque chose de super important qu'on oublie souvent. Mais un dépistage en fin juillet, c'est essentiel pour avoir un traitement ciblé, surtout dans un contexte de lutte intégrée. Puis, je vous ai mis des chiffres un petit peu. Donc, durant l'été, si vous travaillez avec les cartons collants, donc avec la chute naturelle du varroa, aussitôt qu'on a un taux supérieur à 10 varroas par jour, ou avec un wash, par exemple, c'est 2 donc 6 varroas à peu près dans votre pot qui devrait contenir environ 300 abeilles. On devrait effectuer un traitement d'été. Par contre, si vous avez plus de 15 varroas par jour ou 3 il est recommandé d'effectuer tout de suite le traitement de fin de saison. Lorsqu'on dépasse un des seuils, il faut en fait traiter l'ensemble du rucher. Puis, rien à apprendre comme par cœur. Là. Je vais juste vous donner une idée. Dépendamment du nombre de ruches que vous avez dans dans votre rucher, la quantité de ruches que vous devez échantillonner pour avoir une bonne représentativité là, de votre taux d'investation.
Si vous en avez 5, on veut échantillonner toutes les ruches. Si vous en avez 15, on parle autour de 60% des ruches qui doivent être échantillonnées. Si vous en avez 25, on parle de 44%. Et 40 et plus, là, on parle autour de 30% des ruches qui doivent être échantillonnées pour vérifier le taux d'infestation. Je voulais aussi un petit peu imager l'importance du dépistage. Pourquoi c'est si important? Donc, j'ai fait un premier scénario avec un apiculteur X qui décide de ne pas faire de dépistage, mais d'appliquer un traitement. Donc, on s'est fait dire, on applique des traitements durant l'été, pas de dépistage, on applique directement le traitement. Si, par exemple, le producteur avait un taux d'infestation sous les seuils, mais qui décide quand même d'appliquer un traitement, il va y avoir une diminution de varroa, c'est sûr, le traitement va avoir fonctionné. Par contre, durant la saison, durant le mois d'août jusqu'au mois de septembre, il va y avoir une certaine croissance du varroa. Et lorsqu'on va appliquer le deuxième traitement, il va y avoir une diminution encore du varroa. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que le traitement était non nécessaire parce qu'on n'avait pas dépassé les seuils qui affectent les abeilles. Donc, les abeilles sont quand même capables de tolérer une certaine quantité de varroa dans leur population sans en être affectées négativement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué un traitement qui était non nécessaire. On n'a pas eu d'avantage au niveau des abeilles d'hiver et on a dépassé de l'argent et on a perdu du temps à faire tout ça parce qu'on a décidé de ne pas faire de dépistage. Dans le même scénario, mais avec un dépistage, on se serait rendu compte qu'on n'avait pas de traitement à effectuer. C'est sûr que la population de varroa aurait une croissance supérieure, mais lorsqu'on applique le traitement au mois de septembre, on serait arrivé avec les mêmes taux durant l'hiver que si on n'avait pas fait de dépistage. Tout ça en économisant de l'argent, en perdant pas son temps, puis surtout, en fait, sans jamais dépasser les seuils qui affectent les abeilles. C'est donc plus avantageux de faire un dépistage et de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de traiter, puis d'économiser son temps et son argent. Dans le deuxième scénario, j'ai mis des taux d'infestation qui sont supérieurs au seuil de 3%. Et donc, on a des impacts négatifs sur les abeilles. Si on ne fait pas de traitement, donc c'est un peu comme j'ai présenté durant ma présentation, on a des dommages sur les abeilles d'hiver. Puis, on a aussi des mortalités hivernales à ce niveau-là. Par contre, si on vient effectuer un dépistage et qu'on se rend compte du taux d'infestation réel qu'on a dans nos colonies, donc même si, par exemple, on n'a pas vu de varroa sur les abeilles, ce n'est pas un facteur qui est infaillible. Le plus efficace, c'est vraiment le dépistage. Donc, vous effectuez votre dépistage, vous vous rendez compte que vous avez dépassé les seuils. On applique à ce moment-là un premier traitement. Ça permet de contrôler la croissance de la population du varroa durant l'été. Et à la fin de la saison, vous appliquez également votre traitement, ce qui permet de diminuer le taux d'infestation sous les seuils et de diminuer vos mortalités durant l'hiver, ce qui est non négociable en fait. Autre dépistage, on en vient aux traitements qui vous sont disponibles. Donc, le premier, c'est le Formic Pro. Donc, c'est un des traitements que j'ai utilisé durant ma maîtrise. Donc, je vous ai fait des petites fiches récapitulatives là, des différents paramètres de ce traitement-là. Donc, premièrement, ça reste de l'acide. Donc, c'est important de porter des gants, porter des lunettes et d'avoir une source d'eau froide, en fait, et propre surtout à disposition. Donc, si jamais vous en avez sur vous ou dans vos yeux, c'est fun de pouvoir se rincer avant. Donc, quand vous ouvrez l'enveloppe, c'est quelque chose qui sent fort, vous le sentez. Donc, c'est bien important de se protéger quand on utilise ces produits-là. Donc, le Formic Pro, ce qui est le fun, c'est que c'est une seule application. Donc, il est composé de 2 bandes que vous laissez en place pour 14 jours. Vous voyez à droite le petit schéma. Donc, c'est vraiment ce qui est en fait indiqué sur l'étiquette de la compagnie. Vous mettez 2 bandes. Que vous soyez à 1 ou à 2 hausses, ça n'a pas d'importance. Vous êtes à 2 bandes sur la hausse à couvain directement. Vous enlevez également le réducteur d'entrée pour ce traitement-là. Donc, on veut une bonne aération. Et
son critère limitant, c'est la température. Donc, on ne veut pas dépasser le 28 degrés Celsius, température extérieure. Je vous ai aussi calculé les coûts par ruche pour vous donner une idée. Lorsque vous décidez d'appliquer ce traitement-là, on parle de 6,67 par ruche pour le coût. Je n'ai pas inclus là-dedans le temps et la main-d'œuvre pour le faire. Donc, vraiment juste le coût à l'achat. Donc, ses avantages, c'est qu'il est plus efficace que le traitement flash. Donc, selon une étude, il y a 89 d'efficacité versus 62 pour le flash qui nécessite 5 applications. Par la suite, il est également prêt à l'emploi, donc c'est un traitement qui est facile. Par contre, son inconvénient, c'est sûr, c'est le prix. Donc, il est déjà prêt, ça a des frais, tout ça. Puis, la température peut être aussi un peu limitante durant l'été dans certaines régions, donc 28 degrés Celsius, dépendamment là, de l'été qu'on a, ça peut être dépassé. L'autre option que vous avez, c'est le UpGuard. J'ai parlé tout à l'heure, c'est le 3 qui est disponible. Donc, c'est un traitement d'acide bêta-du-houblon sous forme de sel de potassium. Donc, c'est également un traitement prêt à l'emploi. Donc, il nécessite une seule application. Vous avez sur le petit schéma là, à votre droite, il y a une différence, dépendamment que vous avez une ou deux hausses à couvain. Ça va impacter la quantité de languettes à mettre. Donc, c'est 2 languettes par hausse à couvain. Donc, si vous en avez 2, vous mettez 4 languettes. Si vous en avez une, vous mettez 2 languettes. Donc, il s'utilise aussi sans réducteur d'entrée et aussi sans l'entrecouvercle selon les recommandations sur l'étiquette. Et il est en place pour 14 jours également. Si on regarde les coûts par ruche, une hausse, ça revient à 7,50. Et si vous tenez à 2 hausses à couvain, on parle de 15 $. Donc, c'est quand même c'est le plus dispendieux là, des options qu'il y a en été. Par la suite, ses avantages, c'est sûr que c'est le fait qu'il soit rapide à mettre, il est prêt à l'emploi, puis il n'y a pas de température maximum pour l'installer, ce qui est un gros avantage en été. Mais son plus gros inconvénient, c'est tout à fait le prix à l'achat. Donc, on a aussi le traitement flash, qui est un traitement à base d'acide formique 65. Donc, c'est un traitement qui s'utilise avec le plateau Apinovore. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'ouvrir la ruche pour utiliser ce produit-là. Par contre, il faut enlever les hausses à miel. Donc, le traitement, en fait, c'est avec 3 essuie-tout qu'on vient plier puis qu'on vient déposer sur un plastique dans le plateau. On vient mettre de 2 à 5 applications, dépendamment du taux d'infestation, à 2 à 10 jours d'intervalle. Donc, j'ai un petit tableau sous mon schéma là, à votre droite qui indique la dose à utiliser si vous avez une ou 2 hausses et dépendamment de la température anticipée dans les 6 heures. Donc, un des éléments limitants, c'est la température. Donc, on ne veut pas dépasser 24 degrés Celsius. Pour ce qui est du coût, on a quelque chose d'intéressant. On est à 0, on est en fait à 45 sous ou à 2,50 $, dépendamment de la quantité de hausse que vous avez dans vos ruches. Donc, c'est donc un de ses principaux avantages, donc il est très économique. Par contre, il demande nécessairement du temps et de la main-d'œuvre. Et il y a également une température qui peut être limitante en été, là, dépendamment de la région. Et il nécessite également l'utilisation d'un plateau grillagé à Pinovore. Je parle aussi du Might Wipe, donc qui est aussi de l'acide formique à 65 mais qui s'utilise sur une autre matrice. Donc, il faut verser en fait 35 ml sur un tampon absorbant Dry Lock. Il nécessite aussi d'enlever les hausses à miel. Donc, c'est également un traitement qui ne s'effectue pas en période de mielée là, avec du miel dans la ruche. Donc, pour ce traitement-là, on vient également enlever le réducteur d'entrée pour permettre une bonne aération. Et il nécessite également 2 à 4 applications à 3 jours d'intervalle. Et sa température maximum est un petit peu plus élevée que le flash. On parle de 26. Puis son coût est relativement similaire, donc 1 à 2,50 pour le traitement. Donc, c'est sûr qu'il reste très économique, mais encore une fois, il demande du temps pour être installé donc à 2 à 4 applications. Puis, il peut avoir une température limitante dans certaines régions en été. Je veux également un peu parler là, de résistance. Donc, quand on applique plusieurs traitements dans une saison,
il faut penser ultérieurement à la rotation des méthodes de lutte, mais aussi à la rotation des traitements pour prévenir la résistance. Puis, je voulais imaginer un peu avec les petits varrois à votre gauche de différentes couleurs qui représentent un peu la variabilité génétique dans une population. Donc, si on vient y appliquer un traitement, il y a nécessairement des varrois qui vont être plus ou moins susceptibles à ces traitements-là et il risque d'y avoir une certaine sélection de varrois plus résistants à ce traitement-là. Si on l'utilise une seule fois, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque la population continue de croître, nécessairement, les varrois qui vont avoir été sélectionnés vont se multiplier plus rapidement que les autres. Et si on vient appliquer une deuxième fois le même traitement, on vient vraiment comme sélectionner ces varrois plus résistants-là et on vient créer une population qu'on appelle résistante et ainsi diminuer l'efficacité de notre traitement. À long terme, si on applique ce traitement-là de façon répétée, on peut avoir une dispersion de cette résistance-là, notamment par des ruchers, par exemple, à proximité. On finit aussi par avoir des traitements qui sont inefficaces, on ne veut pas. On n'a déjà pas beaucoup d'options. On veut les garder. Donc, présentement, on utilise principalement le traitement Apivor, qui est comme un des traitements le plus susceptible de développer de la résistance. Donc, il faut vraiment faire une bonne rotation si on utilise ce traitement-là avec des acides formiques, acides oxaliques, qui sont moins susceptibles de développer de la résistance, principalement parce qu'ils agissent par l'action acide et non pas par, on va dire, un élément précis là, chez le varroa. Donc, il y a vraiment une efficacité plus globale. Puis, ultérieurement, si je reviens à ma résistance, il peut entraîner des pertes de ruches et des pertes d'argent lorsqu'on a un développement de la résistance là, chez le varroa. Par contre, si on vient justement alterner de traitement, on permet de garder une population diversifiée puis de garder un contrôle efficace de nos traitements, ce qui est le plus favorable. Mais encore mieux, on peut venir jumeler une rotation de traitement avec un ajout de méthode de lutte. Donc, dans la troisième ligne, je parle d'ajouter un plateau grillagé, qui est une méthode de lutte mécanique. Donc, les varrois qui tombent dans le bas de la ruche ne peuvent pas retourner sur des abeilles. On permet ainsi de diminuer la croissance de la population durant l'été, ce qui est encore meilleur que de juste faire des rotations de traitement. Donc, en plus d'avoir une population de diversité, un contrôle efficace, on vient diminuer la croissance du varroa et donc on obtient un meilleur contrôle. Il faut aussi respecter les doses. Donc, quand on applique des traitements, il faut respecter les doses, mais aussi les durées de traitement. Donc, des varrois qui sont soumis de façon répétée à un traitement durant une plus longue période que ce qui est recommandé, ça peut aussi faire augmenter la prévalence de résistance dans une population. Donc, si on vient comme résumer tout ça, le but aujourd'hui, c'était de vous décrire un peu quand